J'ai intitulé cette conférence de ce soir « Vie et mort d'un monument antique » pour parler du temple de Balshamin à Palmyre. Pourquoi vie au pluriel? Parce que c'est un sanctuaire qui a eu plusieurs vies, il a évolué au cours de son histoire et jusqu'à sa mise à mort, puisque l'UNESCO avait même parlé de génocide du patrimoine au moment des destructions survenues en 2015, mais on va y revenir. Brièvement, le programme, le menu pour ce soir. Je ferai une introduction assez brève sur l'histoire de Palmyre, son importance dans la région, sa position géographique, et puis quelques mots sur les monuments majeurs, parce que je ne sais jamais, quand je m'adresse à un auditoire, quel est le niveau de connaissance du public par rapport à ce site, et s'il y a des personnes qui ont eu l'occasion de visiter Palmyre, quand même quelques personnes. Donc ça vous rappellera évidemment quelque chose. Je parlerai plus en détail du sanctuaire de Balshamin qui nous intéresse et qui a des liens assez évidents avec la Suisse jusqu'à donc sa destruction. Et on verra comment les archives de Paul Collard, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ont permis la naissance de ce projet en humanité numérique pour une reconstitution virtuelle du temple sur la base des archives archéologiques qui sont conservées à l'Université de Lausanne. Et puis on parlera en dernier, mais j'aime bien insister sur ce point, comment est-ce qu'aujourd'hui on travaille dans ce projet à la transmission de la mémoire culturelle avec les populations migrantes et les réfugiés syriens au nord de la Jordanie. Donc, le site de Palmyre que vous voyez ici sur une ancienne carte qui vous montre les différentes routes de la soie qui permettaient donc l'acheminement des soieries depuis la Chine à travers les montagnes au nord de l'Inde jusqu'à la Mésopotamie et arrivé sur le point rouge à Palmyre, les voies se séparaient et les marchandises pouvaient ou transiter par voie de terre en passant par Tars et le plateau anatolien ou bien être vendues et les marchandises passaient principalement par le port de Tyr à travers la Méditerranée. Et donc le site de Palmyre, qui est situé dans la steppe semi-désertique syrienne, a pu voir le jour parce qu'elle était un carrefour caravanier très important. Les Palmyréniens ont fait leur fortune parce qu'ils étaient des protecteurs des caravanes et une ville qui a été prospère grâce effectivement aux activités économiques, mais aussi parce que il y avait une oasis alimentée par plusieurs sources, dont la source Efka, qui est une source d'eau sulfureuse, qui n'était pas potable, mais qui permettait l'agriculture. Donc c'est un site d'importance majeure qui est situé aujourd'hui en Syrie et qui était le site touristique le plus visité de la Syrie, évidemment. Donc archéologiquement, on connaît surtout la ville d'époque classique, donc la ville hellénistique, mais surtout la ville romaine, mais des sondages archéologiques ont montré que la ville était déjà existante à l'époque de l'âge du bronze moyen, et on a une tablette cunéiforme qui mentionne à l'époque des comptoirs assyriens à Kanish, en Anatolie, un marchand palmyrénien qu'on appelle Monsieur Pouzour Ishtar, le Tadmoréen. Et donc, on sait que cette personne vient de Palmyre déjà au 2e millénaire. Simplement, les fouilles archéologiques depuis les années 30 se sont concentrées sur les monuments de l'époque classique, et donc on connaît assez peu, en fait, les époques précédentes d'après les vestiges archéologiques. Carrefour commercial, mais carrefour des civilisations aussi, puisque c'est une ville qui était influencée par la Perse, qui n'était pas loin, et puis par les traditions, disons, classiques gréco-romaines. Ça se voit dans l'architecture, où les monuments qu'on voyait à Palmyre jusqu'à leur destruction étaient des monuments dont l'enveloppe extérieure ressemblait beaucoup à des temples romains. Le temple de Balshamin correspond à peu près en tout point au traité d'architecture de Vitruve, il respecte donc les proportions. Par contre, l'organisation interne pour la pratique du culte, alors là, fait référence plutôt à une pratique orientale du culte, et donc on voit ces mélanges dans l'architecture, mais le voyez aussi dans la mode vestimentaire, comme avec cette magnifique représentation d'un buste funéraire d'une riche palmyrénienne avec beaucoup de bijoux, et dans la mode vestimentaire aussi un mélange en fait entre des vêtements de tradition plus grecque, hellénistique, et des vêtements perses.
tout ceci a fait que l'UNESCO a classé le site de Palmyre sur la liste du patrimoine mondial, c'était dans les années 80, et puis dans les années, donc autour de 2010 ou 2012, sur la liste du patrimoine mondial en péril. Il y a des discussions aujourd'hui pour retirer le site de Palmyre de la liste du patrimoine en péril, mais si on s'arrête un tout petit peu sur les critères 1, 2 et 4, c'est assez intéressant de voir dans les années 80 quelle a été la motivation de l'UNESCO pour inscrire le site de Palmyre sur la liste du patrimoine mondial. Je ne vais pas tout lire, mais je relève quelques éléments. La splendeur des ruines de Palmyre qui se dressent dans le désert. Quand on lit ça, on voit à quel point on tombe un peu dans le fantasme rêvé de l'Orient, la splendeur des ruines, ces visions très romantiques des ruines qui s'élèvent au milieu des sables. Et le premier critère, le premier mot du premier critère, la splendeur. Quoi de plus objectif que la splendeur des ruines. Critère numéro 2, la reconnaissance de la splendeur des ruines de Palmyre par les voyageurs du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et effectivement, la redécouverte du site de Palmyre, l'image que le site de Palmyre va laisser dans le monde occidental, est forgée par les grands voyageurs du XVIIe et du XVIIIe siècle. On pense par exemple aux gravures de Cassas, et on en a pour preuve que plusieurs des bâtiments d'architecture néoclassique, en fait, vont être influencés directement par l'architecture des temples de Palmyre. Le plafond du Smithsonian à Washington, par exemple, reprend exactement la physionomie du plafond du Thálamos, qui est une des deux chapelles du temple de Bel de Palmyre, par exemple. Et donc on voit comment la redécouverte et les dessins qui vont circuler en Europe et en Occident, jusqu'aux États-Unis, va marquer en fait l'architecture de notre région et la fascination de l'Occident sur cette région. Fascination, pourquoi? On pourrait se demander, c'est ce qui apparaît dans le critère numéro 4, en partie parce que la beauté des monuments publics illustre la manière exceptionnelle de l'architecture et la configuration des villes à l'apogée de l'expansion romaine et de son engagement en Orient. C'est intéressant de voir ici que, d'un point de vue très européen, eh bien, on voit la beauté de Palmyre à travers l'expansion de ce que Rome a fait de plus beau en Orient. Donc, c'est une vision qui est quand même toujours très orientée, avec des critères esthétiques qui sont quand même plutôt les nôtres. Bon, c'est ainsi que s'est constituée la réflexion autour du patrimoine mondial, mais c'est assez intéressant de voir quand on relève ces éléments pour comprendre en fait la fascination que Palmyre a sur nous et la réaction occidentale extrêmement forte qu'il y a eu, les reprises dans les médias, etc., après les destructions qui sont survenues en 2015. Qu'est-ce que ça dit de notre identité? Mais ça vaut aussi de temps en temps la peine de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça dit de l'identité des récipiendaires de ce patrimoine en premier lieu. Ce qui a donc marqué les esprits, donc ceux qui sont allés à Palmyre, vous vous en souvenez, c'est évidemment cette vue absolument magnifique où on a un champ en fait, de colonnes qui s'érige au milieu du désert devant l'oasis avec les différents palmiers dattiers. Oasis qui a son importance évidemment pour le site de Palmyre, puisque Palmyre devait sa survie effectivement à l'irrigation liée aux sources. Donc dans les monuments majeurs de la ville, donc là, il faut imaginer qu'on regarde en fait la ville antique de Palmyre comme si on était plus ou moins à la hauteur du château arabe qui domine la cité. Et vous avez donc ici les premiers murs du camp de Dioclétien, et puis la grande colonnade qui croise donc l'axe nord-sud avec l'axe est-ouest, avec ce qu'on appelle le tétrapyle au centre, donc qui est ce groupe de 4 colonnes qui marquent le carrefour. Juste derrière, vous avez le théâtre, donc qui est une invention évidemment romaine à Palmyre, donc une construction qui date des Romains, un théâtre qui n'a jamais été terminé et qui a été par contre amplement terminé par le régime baassiste qui l'utilisait comme lieu de spectacle et qui a eu une assez horrible longue histoire dans les spectacles, puisque Daesh a aussi utilisé le théâtre au moment des exécutions, par exemple. Et puis, tout au début ici, vous avez la porte qui donnait l'accès à cette route principale, donc l'arc monumental. Ce n'est pas un arc de triomphe, c'est vraiment une porte qui marque l'entrée de la rue principale. Et derrière, avec ces immenses murs, donc vous avez le péribole du temple de Bel, le temple majeur. Et si on regarde maintenant ça sur un plan, les touristes en général arrivaient dans la ville moderne, parce qu'il faut savoir que jusque dans les années 30, toute la population vivait à l'intérieur du sanctuaire de Bel, et que le village du Moyen-Âge, disons, a été entièrement rasé par les archéologues français
en 1930 pour permettre les fouilles archéologiques et que la population a été déplacée dans ce qu'on appelle la ville moderne. Donc les touristes arrivaient près du musée archéologique, ils descendaient la route, qui est une route donc moderne. Vous voyez que tout de suite sur la droite, vous aviez le temple de Baal Shamin, l'arc monumental et la vue que vous reconnaissez sur le plan, c'est ce que je vous ai montré en photo tout à l'heure, et le temple de Bel ici. Au point de vue de l'organisation donc de la ville, vous voyez que la ville est ceinte de remparts, des remparts qu'on appelle les remparts de Zénobie, mais qui datent vraisemblablement de l'époque de Dioclétien. C'est un nom parce qu'il y a beaucoup de légendes locales, on aime bien dire que Zénobie a fait ceci ou Zénobie a fait cela. Et vous avez ici le wadi, qui se remplit d'eau donc au moment de la saison des pluies. Et en fait, tout ce qui est ceint de murs, c'est l'extension de la ville à l'époque romaine. À l'époque hellénistique, en fait, la ville se développait au sud du Wadi. C'est des régions qui ont été assez peu fouillées parce que les vestiges étaient surtout en architecture de briques crues et que les archéologues, depuis les années 30, se sont évidemment concentrés sur les monuments qui étaient visibles, qui étaient donc construits en calcaire et qui datent plutôt de la période romaine. Donc, je ne vais pas faire une visite guidée de l'ensemble du site. Je vous propose de passer maintenant directement donc, au temple de Baal Shamin. Le temple de Baal Shamin, il est important parce que c'est le deuxième sanctuaire le plus important de la ville de Palmyre, et son nom, Baal Shamin, désigne en fait le Seigneur des cieux. Shamin, c'est un pluriel, comme Sama en arabe le ciel, Shamin étant le pluriel, donc c'est le dieu des cieux. C'est une divinité agraire qui était vénérée parce qu'on voulait pouvoir obtenir les pluies nécessaires donc, pour l'agriculture. Le sanctuaire est composé de 3 cours à portiques et d'une salle de banquet attenante à la petite chapelle, au petit temple, qui est donc la cella principale. Le bâtiment n'était pas très grand. Hein. Quand on parle du temple de Baal Shamin, c'est un petit bâtiment de 15 mètres sur 10, avec une décoration effectivement en façade pour le pronaos de chapiteaux corinthiens, un thalamos à l'intérieur, donc c'est une chapelle qu'on utilisait pour le culte dans les cultes orientaux de l'époque romaine, donc là qui était tripartide, on va le revoir, et puis un monument funéraire derrière le temple qui date de l'époque hellénistique. Il est intéressant parce qu'il s'agit du plus vieux monument funéraire attesté à Palmyre, et puis le temple va être réutilisé pendant l'époque byzantine. Donc en fait, quand on parle du sanctuaire de Baal Shamin, on parle de l'étendue qui était dévolue au culte de Baal Shamin, mais qui concerne des cours à portiques, un temple et une salle de banquet, avec un monument funéraire qui a précédé la construction du temple et un réemploi pendant l'époque byzantine, un réemploi encore à l'époque islamique. Et donc ça veut dire que si on veut faire toute l'histoire du sanctuaire de Baal Shamin, depuis en gros le 2e siècle avant notre ère jusqu'au 8e, vous avez un millénaire d'histoire, un millénaire d'occupation de ce site. Et le monument a évolué dans sa morphologie, il a beaucoup changé. Entre 17 de notre ère, où on a les premières attestations épigraphiques et archéologiques de la construction du temple, jusqu'à 131 de notre ère, où l'empereur Hadrien décide de venir à Palmyre, et donc il va inaugurer la construction de ce temple. Voilà à quoi ressemblait le temple au moment de la fouille en 1954 par Paul Collard. Et là, vous avez une illustration de ce que j'expliquais tout à l'heure avec la grande cour à portique, qui est la cour centrale. Vous voyez le temple en arrière-fond, une autre cour encore, et il y avait une cour encore là où je me trouve. Donc en fait, on voit une superficie très importante en fait, du sanctuaire, même si le temple est assez petit. D'un point de vue iconographique, donc on a diverses représentations de la divinité Baal Shamin, représentée comme un aigle aux ailes déployées qui protège les astres. Alors, on a souvent dit que c'était le soleil et la lune, mais normalement, la lune devrait porter un disque lunaire et le soleil il devrait être tout seul. Donc, c'est des divinités astrales, on n'est pas sûr de leur identité. Quoi qu'il en soit, on voit Baal Shamin ici qui dirige en fait les astres, donc à travers son iconographie, il nous montre sa personnalité comme Dieu des cieux, et c'est pour ça que les Grecs, en fait, les inscriptions grecques traduisent son nom comme Zeus Hupsistos. Et puis on voit qu'il avait une importance pour l'agriculture et les récoltes, puisque ici, les 2 montants de ce linteau sont ornés de vignes avec des grappes bien fournies. Que se passe-t-il en 2015 ? Donc, en 2015, venant de l'Irak, en fait, Daesh traverse le désert et arrive à Palmyre. Au moment où Daesh arrive à Palmyre, vraisemblablement, la volonté du pseudo-État islamique, comme je l'appelle, était de pouvoir profiter des prisonniers qui étaient dans la prison
pour pouvoir les faire sortir et les enrôler. Simplement, quand ils arrivent sur le site de Palmyre, la prison a déjà été vidée. Daesh annonce au début qu'en fait, ils ne vont pas détruire les monuments, ils vont peut-être détruire des statues, mais pas détruire les monuments, ce qui va s'avérer effectivement faux, puisque à l'été 2015, le sanctuaire de Balshamine est dynamité. Je n'ai pas pour habitude de montrer les images du dynamitage ou les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet parce que c'est un interdit que moi je me suis mis dans ma pratique d'un point de vue déontologique. J'estime qu'on n'a pas à reproduire les images qui ont été produites par ces personnes. Par contre, on peut voir effectivement des photos qui ont été prises par mes collègues polonais ici, peu après la première libération du site de Palmyre, où vous avez en gros un avant et un après. Donc là, en 1956, après les travaux de Paul Collard, et là, début 2016, où en fait on voit plus qu'un tas de gravats. C'est plus visible ici, où vous reconnaissez que l'autel, en fait, au centre de la photo, et il ne reste évidemment plus rien du temple. Alors souvent on me dit « Ah oui, mais après la conférence, est-ce que c'est possible de reconstruire ?» Alors je réponds déjà non, parce qu'en fait sur la surface vous avez des blocs qui sont assez importants, mais sous ces blocs-là vous avez des fragments qui ont la taille de mon poing, parce que le monument a été ceinturé de barils d'explosifs, et puis il a été dynamité depuis l'intérieur, donc ça fait une explosion en forme de champignon, et on n'a effectivement que des gros blocs sur la surface, en dessous ce serait extrêmement difficile. Donc on ne peut pas le restaurer, bien sûr qu'on peut le reconstruire en taillant de nouveaux blocs et puis essayer de sauver, mais là ça pose des questions d'authenticité qui sont sous-tendues par tous les textes internationaux, la Charte de Venise ou la Convention de Nara par exemple. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on était en 2015. Triste constat. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour essayer de sauver ce patrimoine? Et c'est cette histoire que j'aimerais maintenant vous raconter. Par un heureux hasard, j'ai étudié d'abord à Genève et j'étais ensuite nommé à l'Université de Lausanne. Et Paul Collard, genevois bien connu, avait été professeur aux universités de Genève et de Lausanne. Pour des raisons personnelles, en fait, il avait décidé de léguer ses archives à Pierre Ducret, qui avait été son élève et qui était à l'époque doyen de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Il a aussi été directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce. Et donc, les archives de Paul Collard arrivent de la famille de Paul Collard. C'était Yves, le fils aîné Collard à l'époque, qui donc donne les archives à l'Université de Lausanne. Et donc, en 2015, le temple est détruit et à partir de 2017, je m'intéresse en détail à ce qu'on trouve à l'intérieur de ces archives. En fait, la documentation est telle, en quantité et en précision, que naît l'idée effectivement de pouvoir reconstituer virtuellement le temple qui a été détruit. Donc à l'intérieur de ces archives, on a les carnets de fouilles qui vous expliquent jour après jour les découvertes qui ont été faites et comment le travail est organisé sur le site. Mais on a aussi des milliers de photos en noir et blanc qui documentent chaque élément architectural, chaque statue qui a été découverte dans le sanctuaire. Donc on a à peu près 5000 photos. Et puis des plans, alors des diverses époques, des plans très précis avec des relevés aussi pierre à pierre, qui nous permettent de comprendre l'implantation sur le site. Et puis vous avez un exemple ici du carnet de fouilles, qui est intéressant si on s'y arrête brièvement, parce que vous avez sur la page de droite l'écriture de Paul Collard, et sur la page de gauche, alors en grec, mais l'écriture de Christiane Dunant. Christiane Dunant était l'épigraphiste de la mission, elle a été la conservatrice au musée d'art et d'histoire de Genève. Et donc Paul Collard protocolait ce qui se passait pendant la journée et les trouvailles avec les numéros d'inventaire. Et lorsqu'une inscription était découverte, il donnait la mission à Christiane Dunant d'en faire l'éditio princeps, et c'est pour ça que vous avez un scotch, parce que là, vraisemblablement, ce jour-là, Christiane Dunant a travaillé à sa copie, et puis quand le texte avait été lu pour la première fois, elle le donnait à Paul Collard, qui le scotchait ensuite dans son carnet. Donc on a un carnet qui est extrêmement précis, et donc la première étape, ça a été de numériser l'ensemble des documents qu'on avait, documents papier et photographies, et de les classer dans une base de données. Donc la première étape, ça a été vraiment de rendre toute cette documentation qu'on avait dans nos archives accessible pour les gens qui allaient travailler dessus, mais accessible aussi dans une base de données spécifique en anglais aux
carabiniers, et puis on travaille avec Interpol et Europol pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, où tous les objets qui avaient été répertoriés par les équipes suisses étaient présentés dans une base de données spécifique, mise à disposition au cas où une pièce se retrouvait sur le marché. La base de données qu'on a utilisée, c'est celle de l'Université de Lausanne, qui s'appelle Tiresias, qui est complètement ouverte. Vous pouvez taper Tiresias et Collard sur Internet et vous accédez librement, en fait, et vous pouvez télécharger librement l'entier des photos et des documents. Vous pouvez lire les carnets de fouilles qui sont téléchargeables au format PDF. Donc ça, c'était vraiment la première étape, c'était de partager en open source cette documentation. Et puis après, on a voulu aller plus loin. Maintenant, c'est la deuxième étape. Comment, à partir de ces photos, on peut reconstituer virtuellement le sanctuaire qui a disparu. Alors, il y a un procédé archéologique qui s'appelle la photogrammétrie, qui est illustré en haut de l'écran. Vous pouvez avoir un appareil photo ou un drone qui va tourner autour du monument et qui va prendre une série de photos. Vous allez avoir des photos qui vont documenter l'enveloppe externe du monument. Et ensuite, un algorithme va mettre ensemble les différentes photos pour créer un modèle 3D, donc vous passez de la 2 dimensions à la 3 dimensions, et ça vous donne le modèle 3D. Maintenant, nous, on n'a évidemment pas pu scanner ou photographier avec un drone le monument, puisque quand on a lancé le projet, le monument était déjà mort, il n'existait déjà plus. Mais Paul Collard avait fait tellement de photos en tournant avec son trépied autour du temple qu'en fait, on a pu passer directement à l'étape 2. On a utilisé les photos que Paul Collard avait faites et puis on a utilisé le même algorithme qui a permis de créer le modèle 3D. Et c'est ce que vous avez représenté ici, les photos de Collard qui se superposent au modèle 3D qui a été créé par l'ordinateur et on a superposé ça au niveau de la destruction actuelle. Donc, si vous regardez dans le détail, effectivement, le temple n'est pas très beau, les colonnes sont assez grossières, toutes les colonnes sont pareilles, parce qu'évidemment, l'ordinateur, au début, il va faire un copier-coller. Mais sur cette base-là, on a pu créer un modèle qui était beaucoup plus précis. Et puis, j'aimerais rentrer un peu plus maintenant dans le détail pour vous expliquer comment est-ce que nous avons procédé. En prenant un autre exemple. Devant le temple, au moment où il était découvert, il y avait des blocs qui dessinaient 3 petites chambres qui avaient été reconstruits à l'époque byzantine. Donc les chrétiens, quand ils sont sur le site de Palmyre, ils vont réutiliser le temple de Balchamine, ils vont le vider à l'intérieur, ils vont vider les blocs qui constituaient la chapelle, et puis ils vont les réutiliser devant dans ces structures que vous voyez ici. Alors ça, c'est les structures telles qu'on les a retrouvées dans les années 54-56, mais Paul Collard reconnaît en fait que ces 3 petites chambres d'époque byzantine sont constituées de blocs qui sont antérieurs, de blocs qui datent de l'époque romaine. Et donc son idée, c'est de démanteler tout ça pour pouvoir reconstruire le temple tel qu'il était à l'époque romaine. Alors là, on peut discuter aussi de la validité de dire on va démonter une structure byzantine parce que le temple romain a plus de valeur que le monument byzantin. Mais c'était une autre époque. Et vous voyez le travail ici, où niveau par niveau, en fait, ce qu'on appelle le thalamos, donc le Saint des Saints, ces 3 chapelles, a été reconstitué pour arriver enfin à ce résultat-là. Ce résultat-là est obtenu en 1969, et c'est très intéressant de voir que dans le travail qu'on appelle l'anastylose, ça veut dire le fait de remonter les blocs antiques les uns sur les autres, là où il y avait des manques, on a utilisé des blocs avec un calcaire qui était différent, pour que la structure tienne, mais pour marquer la restauration. Et là, on voit tout de suite l'influence qu'a eu la charte de Venise, qui date de 1964, qui explique clairement qu'on doit pouvoir lire, lors d'une anastylose, en fait, dans les reconstructions de monuments anciens, ce qui est antique de ce qui est un ajout nouveau. Donc là, on voit que ces préceptes avaient été tout à fait suivis. Donc Paul Collard a reconstruit effectivement l'intérieur du thalamos grâce au travail, notamment en collaboration avec l'architecte Jacques Vicary, qui était donc l'architecte de la mission à l'époque. Et donc tout ça a été publié à travers 5 volumes. Et donc nous, on a repris cette documentation. Et je vous montre maintenant comment ça se passe pour passer en fait de la 2D à la 3D. À l'intérieur des publications de l'architecte Vicary et de Paul Collard, l'archéologue, on avait ces murs byzantins qui avaient été dessinés pierre après pierre, segment par segment, numérotés, et à travers une planche où l'échelle est assez vague. Donc la première étape, ça a été de comparer l'entier
de ces blocs avec ce que nous, on avait dans les photos. Et vous voyez, là, on a reconnu la porte, par exemple. Là, en haut, on a reconnu la petite niche dans les photos. Donc, le premier travail, c'était de classer, à travers les milliers de photos qu'on avait, les photos qui nous intéressaient par rapport à cette planche, pour pouvoir ensuite, en comparant aussi avec les indications qu'il y avait dans les carnets de fouilles, passer de la 2D à la 3D. Comment ? Ensuite, une fois qu'on avait ces indications, on a fait comme des pièces de Lego. On a donné du volume en fait à ces différents éléments. Et vous reconnaissez par exemple la porte qui du coup était modélisée ici en 3 dimensions. Et puis comme on avait les plans, on est revenu sur les plans et on est venu placer les différents blocs exactement comme des Lego à leur emplacement originel. Et donc on a pu voir quelle était la structure du sanctuaire à l'époque byzantine alors que ça avait été totalement perdu. Et le même travail a été fait ensuite pour le temple, on va le voir dans quelques instants. Ça paraît presque simple comme ça, mais ce travail a pris 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une information manquait dans les notes de Collard, c'était le niveau du sol. Le niveau du sol était jamais donné. Donc en fait, on ne savait jamais à quelle hauteur il fallait qu'on place les blocs. Et donc on a dû tester plusieurs hypothèses jusqu'à avoir un modèle qui puisse se vérifier et qu'on ait des hauteurs de marche qui soient plus ou moins correctes. Et vous reconnaissez donc la porte ici, effectivement, en place. Donc une fois qu'on avait identifié les différents blocs de la structure byzantine, eh bien, on a essayé de comprendre le travail que Collard avait fait pour la reconstruction du thálamos à l'intérieur. Et donc on a utilisé les mêmes codes couleurs pour comparer les photos qu'on avait avec les différents blocs en disant cette colonne, c'était la colonne qui était couchée sur le premier segment du mur byzantin, elle a été replacée là, et donc on a pu reconstituer le temple de cette façon. Et si on enlève les couleurs, vous avez effectivement le temple tel qu'il apparaît à l'époque byzantine avec les 3 pièces. Et donc, puisque ce travail avait été fait sur ces blocs, on l'a fait ensuite pour l'entier du temple, et on a pu recréer à partir de la destruction, en fait, une anastylose virtuelle. Donc, on a pu tester pour essayer de voir comment est-ce que le temple pouvait être reconstruit à partir des blocs qui se trouvaient dans les niveaux de destruction. Et le résultat, aujourd'hui, c'est celui-là. Vous avez un modèle 3D qui est beaucoup plus précis que le premier modèle que je vous ai montré, où en fait, chaque pierre, chaque élément a été redessiné manuellement, et on a aujourd'hui 61 millions de points dans notre modèle 3D. Donc, si on voulait, pour imager, on pourrait utiliser une imprimante 3D et reproduire le temple quasiment à l'identique. Quasiment parce qu'il y a toujours une marge d'erreur et le niveau de précision n'est jamais, on parle de double numérique, mais on n'est jamais effectivement si précis. Donc ça, c'était l'étape 2. Alors l'étape 3, pour suivre les standards internationaux de l'archéologie virtuelle, donc c'est ce qu'on appelle, il y a 2 chartes, il y a la charte de Londres et les principes de Séville qui ont été publiés entre 2005 et 2018, je crois. En fait, il faut pouvoir documenter le travail que vous faites. Parce que si je vous montre le modèle 3D d'avant, d'ailleurs j'ai vu, ça m'a fait très plaisir, tout le monde a souri, waouh, c'est super. Mais si j'ai fait des erreurs, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Je peux vous tromper. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir documenter ensuite le modèle 3D à travers des annotations, comme on le voit ici, où on peut donner déjà l'information qui est manquante. Ces consoles qui sont sur les murs, sur les colonnes du pronaos, comportaient des inscriptions en grec et en palmyrénien. Eh bien, ces inscriptions, on n'a pas pu les reproduire à l'intérieur du modèle 3D parce que pour le travail sur la texture, c'était trop compliqué et ça coûtait trop cher. Le projet sur 3 ans, c'est 1 million de francs et c'est 3 ans de travail à 100% pour moi et puis avec des équipes variées, des personnes qui ont travaillé à la modélisation, etc. Donc ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on veut donner ces informations qui ne sont pas visibles sur le modèle. Mais ensuite, on veut aussi pouvoir donner les indications qui permettent de comprendre comment le modèle a été fait. Donc, vous pouvez accéder maintenant sur une plateforme en ligne au modèle 3D. Et puis, vous pouvez cliquer sur ces petites pastilles qui vont vous montrer les photos d'archives qu'on a utilisées pour modéliser les fenêtres, les portes, les chapiteaux, etc. Et puis pour vous éviter, parce que si vous êtes intéressé effectivement à lire l'inscription, de devoir aller chercher dans le recueil des inscriptions, en cliquant sur la photo, vous avez la traduction qui apparaît directement. Donc au lieu de venir dans les archives de l'université pour fouiller et trouver les informations, aujourd'hui vous avez l'entier des informations qui est disponible directement sur le modèle 3D qui est publié sur Internet. Et puis l'étape suivante, c'est la dernière étape, c'était de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas voyager dans le temps? Puisque je vous ai dit que le sanctuaire, on le connaît depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ avec les tombes d'époque hellénistique jusqu'à l'époque arabe. Alors on a créé une ligne du temps
Et puis en fait, suivant le point que vous choisissez, vous allez avoir le modèle 3D qui évolue. Vous allez voir le sanctuaire avant la construction du temple, à l'époque hellénistique, ensuite à l'époque romaine, à l'époque byzantine, et puis ensuite durant l'époque islamique où des ateliers sont construits dans la cour principale. Et puis pour que ça soit utile pour nos étudiants, ce qu'on a créé, c'est une expérience de réalité virtuelle, donc avec des casques. Vous pouvez maintenant visiter le sanctuaire. Donc vous choisissez sur la carte du sanctuaire où est-ce que vous voulez vous balader. Et puis là, je vous montre évidemment le sanctuaire à l'époque byzantine. Et puis vous pouvez tourner autour du sanctuaire, mais vous pouvez rentrer aussi à l'intérieur. Et l'avantage en fait de ce genre de reproduction virtuelle, c'est que ici, quand vous avez vos lunettes 3D, vous voyez le monument à sa taille réelle. On est à l'échelle 1:1. Alors que quand on travaille sur des écrans, on est forcément sur des tailles réduites. Donc là, pour travailler avec les étudiants, par exemple, sur des éléments d'architecture, ça nous permet de nous déplacer dans l'espace, mais dans le temps aussi, parce que la ligne du temps, elle est aussi valable pour l'expérience de réalité virtuelle, pour pouvoir avoir une conscience réelle du temple à la taille, effectivement, 1:1. Et puis ce travail, il a été montré donc à travers plusieurs expositions en Europe et dans les pays arabes et aux États-Unis. Et la vidéo qu'on aime bien montrer ici, c'est le relevé photogrammétrique par drone qui est fait de la destruction. Et puis cette anastylose presque magique qui donne naissance en fait au temple ressuscité, pour ainsi dire. Et vous remarquerez ici que le temple est en transparence. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de présentation? C'est parce qu'il ne faut jamais oublier que ces technologies qui permettent de faire revivre un monument qui n'existe plus ne doivent pas effacer en fait la destruction qui s'inscrit aujourd'hui dans l'histoire du monument. Et donc, à travers ce temple qui est comme construit en blocs de verre, vous voyez la réalité de la destruction qui est la réalité aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de dire on va remplacer en fait un état par un autre. Au contraire, on garde la mémoire, on garde les mémoires culturelles de cet héritage. Donc la première grande exposition, c'était à Paris, à l'Institut du monde arabe. L'année dernière, à l'EPFL, et je vous encourage, pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés, Nyon, c'est pas très loin, à la villa romaine, au musée romain de Nyon, vous avez une exposition qui présente ce travail et ce que je vais vous présenter encore maintenant, qui s'appelle Voix de Palmyre, une exposition donc à Nyon jusqu'à début janvier 2024. La dernière partie sur laquelle j'aime bien insister, et qui est présentée dans l'exposition aussi à Nyon, c'est comment est-ce que tout ce travail peut être utile aux populations locales. Quand je parle des populations locales, c'est les Syriens, les familles syriennes qui ont dû fuir à cause de la guerre ou de l'opposition au régime la Syrie, et qui se sont retrouvés en tant que réfugiés ou au Liban ou dans des camps de réfugiés au nord de la Jordanie. Et comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec les populations migrantes, notamment à travers un partenariat avec l'établissement vaudois d'accueil des migrants, l'EVAM, pour pouvoir transmettre cette mémoire culturelle. Donc en fait, on a eu plusieurs partenariats. Le premier partenariat, c'était dans un programme qui s'appelle Dealing with the Past avec UNDP Syria, donc c'est une agence officielle de l'ONU, c'est le Bureau du développement de l'ONU, qui avait lancé un travail sur la résilience. Avec UNDP Syria, on a travaillé en fait dans des régions en Syrie qui étaient encore sous contrôle du régime, parce que le but c'était de pouvoir travailler avec tout le monde et pas faire de séparation. On a travaillé ensuite avec The Day After. The Day After, c'est une ONG tenue par des Syriens, mais qui est basée en Turquie, parce qu'ils travaillent précisément en Syrie, pas dans les zones sous contrôle gouvernemental, mais dans la région de Idlib. Avec InZone, qui est un programme de l'Université de Genève, on a pu travailler dans le camp de Azraq, et je partirai lundi prochain de nouveau en Jordanie avec l'équipe de InZone pour retrouver nos collègues à Azraq. Et puis ensuite, on a mené une étude sociologique, on a engagé au sein du projet une sociologue qui a fait des interviews qualitatives avec des réfugiés syriens en Turquie, aux Émirats et en Suisse, pour voir comment est-ce qu'eux appréhendaient le travail de restitution qui avait été fait à travers les modélisations 3D. Parce qu'en fait, quand vous regardez à l'intérieur des archives, il y a certes l'histoire du monument, mais il y a surtout l'histoire des hommes, ces hommes et ces femmes qui ont travaillé là-bas, ces Suisses aussi qui étaient en relation directe avec les habitants locaux. Vous avez ici des ouvriers au moment du dégagement du linteau à l'Aigle, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis une scène assez touchante à l'hôtel Zenobi, à Pâques, où Khaled al-Assad, donc qui était le conservateur
du site et du musée de Palmyre, qui a été sauvagement tué, il a été décapité par Daesh, avait invité les membres de la mission suisse à l'occasion de Pâques pour manger l'agneau. Et puis vous avez ici des scènes où on reconnaît entre autres Jacques Vicary. Et tous ces témoignages en fait de ces relations entre cette mission suisse et les personnes syriennes sur place se voit aussi dans la correspondance où, de façon très touchante, à Noël par exemple, il y a Khaled Al-Assad, dont on a une lettre ici qui date du mois d'août, qui avait envoyé une carte postale à Paul Collard du temple de Baal Shamin, qui, évidemment, après les fouilles, en fait, était devenue une carte postale iconique du site de Palmyre, et des relations qui ont perduré des années après les fouilles. On voit aussi que Please give my best regards to Mr. Vicary and Madame Dunant. Donc tous les membres de la mission étaient très attachés en fait aux collègues syriens qui étaient effectivement sur place. Donc ça, c'est du côté suisse, l'image qu'on a en fait de ces relations. Mais qu'en est-il aujourd'hui des populations syriennes, des familles palmyréniennes qui ont dû quitter le site à cause de la situation dramatique? Aujourd'hui, en Jordanie, leurs conditions de vie, ça ressemble à peu près à ça. Donc, quand vous arrivez en voiture, vous avez le camp de réfugiés de Azraq, vous traversez plusieurs barrières avec des contrôles, et puis c'est des rues en terre battue avec des baraques en préfabriqué. Et à l'intérieur de ce camp, il existe un centre, un learning center en fait, avec une école dirigée par UNICEF pour les enfants et un centre d'apprentissage qui est entre autres dirigé en partie avec CARE, qui est une ONG jordanienne, une ONG en Jordanie, et le programme de InZone de l'Université de Genève. Et grâce à la collaboration avec InZone, on a pu, nous, à l'Université de Lausanne, créer un programme pédagogique pour les réfugiés syriens. Donc la première étape, ça a été de leur enseigner en fait ces nouvelles technologies, expliquer comment le modèle 3D avait été créé, et puis d'équiper le camp avec des casques de réalité virtuelle et du matériel qui leur permettait donc d'utiliser ça. Et puis ce qu'on a voulu tester à travers l'étude sociologique, c'était de voir comment en fait l'utilisation de ces visualisations 3D était un outil réel pour la transmission de la mémoire culturelle d'un parent à son enfant, par exemple. Et c'était assez intéressant de voir qu'ils étaient assez critiques en disant, même si on le voit à taille réelle, etc., on est à des années-lumière de l'expérience sensitive réelle quand vous voyez le monument, mais à défaut de mieux, effectivement, c'est un outil extrêmement puissant pour pouvoir montrer à nos enfants ce à quoi ressemblait Palmyre. Et puis on a des ateliers qui sont aussi beaucoup plus pragmatiques. Et là, c'est la dernière petite histoire que j'aimerais vous raconter. Beaucoup plus pragmatique parce que je vous ai dit au tout début que Palmyre était une étape importante sur les routes de la soie. Les archéologues allemands ont retrouvé à l'intérieur des tombes de Palmyre des fragments de textiles, de tissus, en laine ou en soie, ou en laine brodée de soie. Et puis une étude très intéressante de Andreas Schmidt-Collinet a montré la chose suivante. Lorsqu'un motif était à la mode dans la mode vestimentaire, il était ensuite réutilisé pour l'ornementation des monuments. Donc il y avait un lien direct entre la mode et les motifs qu'on voyait circuler sur les vêtements et la décoration des monuments. Comme on le sait, les tombes sont datées d'une part par le matériel, mais aussi par les épitaphes qui scellaient les tombes, donc on peut connaître la date de la sépulture. Et les temples ou les monuments de la ville aussi, lorsqu'ils sont inaugurés, eh bien, il y a une inscription qui nous donne la date à laquelle l'inauguration s'est faite. Et pour les quelques exemples qui ont été relevés par Andreas Schmidt-Collinet, le motif sur le textile est toujours plus vieux que le motif qu'il y a sur le bâtiment. Parti de ce constat-là, on a repris un élément de la décoration du temple de Baal Shamin, qui est un merlon qui ornait la partie sommitale du temple, avec un arbre de vie, parce qu'en plus, ça avait effectivement une connotation assez positive dans un processus de résilience, de donner quelque chose qui pouvait effectivement revivre ou de repartir d'une situation compliquée pour aller vers quelque chose de plus positif. Et à partir de ce modèle, de ce merlon, on a créé effectivement un canevas pour la broderie.
un canevas donc pour la pratique du point de croix traditionnel syro-palestinien. Donc en fait, on a renversé l'histoire que je vous ai racontée, qui a été montrée par les archéologues, pour essayer de reconstituer un patrimoine qui était perdu. Et donc ça, c'est un projet qui avait été élaboré en collaboration avec le Heritage Lab du MIT à Boston. On a fait plusieurs tests. Et on a lancé ce programme dans le camp de Azraq au moment de la pandémie. Donc on donnait des cours à distance avec ces hommes et ces femmes qui ont participé. Et puis, depuis que la pandémie est terminée, on a pu retourner effectivement sur place à Azraq. Et donc ces ateliers ont été déclinés dans plusieurs endroits de la Syrie, dans plusieurs endroits de la Jordanie et aussi récemment, je vais y revenir dans quelques instants, dans le canton de Vaud grâce à l'EVAM. Le but, en fait, de ces ateliers, c'est de raconter un peu la même histoire que je vous ai racontée ce soir sur l'héritage de Palmyre, et puis d'expliquer l'importance de ce motif, la signification de ce motif. Et quand ensuite les participants fabriquent un objet du quotidien, ça peut être une pochette, ça peut être une fourre de coussin, en fait, ils vont imprimer dans la matière la signification de leur identité ou de leur héritage culturel. Et donc, à travers la production d'un objet de broderie, vous pouvez matérialiser en fait cette mémoire. En plus, ces ateliers se font de façon transgénérationnelle et ça permet aussi à des personnes d'acquérir la pratique du point de croix. Et c'est comme ça que vous mêlez en fait le patrimoine, la transmission d'un patrimoine matériel et la transmission d'un patrimoine immatériel qui est le savoir-faire du point de croix. Donc là, vous avez plusieurs représentations où on voit que des hommes, des jeunes hommes aussi participent, et puis un exemple des productions qui ont été faites à travers donc, des pochettes que les personnes ont pu utiliser. Et puis j'aimerais vous montrer encore une petite vidéo d'un atelier qui a eu lieu en Syrie justement avec UNDP. Donc là, c'est un atelier de fabrication de sacs à main, organisé pour le 8 mars, la journée des femmes, pour parler des figures féminines de l'histoire importantes. Et donc, en dérivant sur l'image de la reine Zénobie, elles ont pu travailler effectivement sur Palmyre. Et puis, ça, c'est des photos que j'ai prises ce matin. J'étais à l'atelier de couture donc de l'établissement vaudois d'accueil des migrants à Lausanne. En fait, il y a un nouveau projet qui commence avec des femmes, pas forcément syriennes. Il y a des femmes du Soudan, des femmes de l'Iran, des femmes de Géorgie. Et puis, ça va culminer avec une présentation, en fait, à travers un défilé de mode en février prochain à Lausanne, où en fait il y a aussi le même atelier qui a été fait de formation sur l'histoire de Palmyre, l'histoire du motif. Et puis là, c'est intéressant de voir que la personne parmi l'équipe qui a pris en charge est une femme syrienne d'origine kurde qui a lu la documentation qu'on a produite en arabe et qui apprend, par exemple, à une femme du Soudan qui ne connaît pas le point de croix à pratiquer le point de croix et puis qui partagent ensemble à travers ces ateliers de création l'histoire de la Syrie qui permet à cette personne d'origine syrienne mais kurde de pouvoir parler en fait de son pays. Et donc le matériel pédagogique qu'on a produit a été produit en langue arabe avec les réfugiés du camp de Azraq, donc ils nous ont aidés à traduire différents éléments. Et puis les jeunes ont produit en fait des photomontages. On a eu aussi un atelier pour l'utilisation des technologies de photomontage et les dessins qui ont été, enfin les photomontages qui ont été publiés sont accompagnés d'une petite légende et d'une petite histoire où en fait chacun exprime en fait ce que
Palmyre représente par rapport à son identité, ou bien ce qu'ils aimeraient pour le futur de Palmyre. Et là, par exemple, cette personne explique que c'est important que des touristes reviennent à Palmyre, mais que cette personne aimerait elle aussi pouvoir prendre un avion et puis voyager pour voir par exemple la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté. My name is Batul and I am 18 years old. I live in Azraq camp and I have finished high school in 2021. I have never seen Palmyra before I participated in the project. It was amazing, and when you look at it, it takes you from one place to another as if it is an imaginary place. Donc, en fait, I was shocked. Cette personne explique ici en fait à quel point elle a pu redécouvrir effectivement le site de Palmyre et qu'elle a été elle-même étonnée de l'impression parce que cette personne, Batul, ne connaissait pas le site de Palmyre avant de participer à nos workshops à l'intérieur du camp de Azraq. Et en fait, je termine là-dessus en disant que on est parti, si on veut, d'un projet qui était extrêmement académique, scientifique, avec des outils de pointe, mais qu'en fait, tout ce processus aurait eu absolument aucun sens et puis aucune utilité si on n'avait pas pu travailler directement avec ces gens. Et ce qui fait vivre aujourd'hui le projet, c'est la possibilité qu'on a de continuer à travailler avec ces gens pour essayer de transmettre quelque chose et de voir qu'est-ce qui pourra rester pour les générations futures. Et le petit cadeau que j'aimerais vous faire, c'est si vous sortez maintenant vos téléphones portables, vous pouvez scanner le QR code que vous avez à l'écran, vous arriverez sur une page internet, Sketchfab, et vous pourrez avoir le modèle 3D du temple sur votre téléphone, puis vous pouvez jouer avec, vous pouvez le faire tourner, vous pouvez agrandir, vous pouvez vous promener à l'intérieur, et je vous propose de garder ça avec vous. Et du coup, je vous remercie beaucoup pour votre invitation ce soir et votre attention.